conflit qui est originellement connu sous le nom de la Grande Guerre va inaugurer un 20e siècle parsemé de tragédies. Tirant brutalement les contemporains de leur sommeil d'une belle époque de fin du 19e siècle à l'insouciance relative, la guerre aux dimensions généralisées qui éclate en ce chaud été de 1914 va marquer toute une génération. La Première Guerre mondiale est un conflit qui va durer d'août 1914 à novembre 1918. Elle va impliquer plusieurs pays d'Europe, les États-Unis et d'autres pays du monde. Cette guerre va être l'une des plus destructrices et meurtrières de l'histoire. Elle va entraîner chez les soldats uniquement la mort d'au moins 10 millions d'entre eux, en plus de 20 millions de blessés. Tout en mobilisant plus de 65 millions d'hommes et de femmes dans les industries, elle va aussi faire 20 millions de victimes civiles. Cette guerre est la première que l'on peut qualifier de totale. Les belligérants y mobilisent toutes leurs ressources militaires et économiques. Dans quel but? Celui d'achever la victoire sur le champ de bataille, si bien que le terme « front intérieur » qui est fréquemment employé par les historiens, symbolise parfaitement cette nouvelle conception de la guerre dans laquelle la population civile derrière le front est directement engagée dans l'effort industriel et militaire. Rappelons que cette guerre généralisée est la résultante de tensions politiques, économiques et coloniales entre les grandes puissances européennes. Autrement dit, cette guerre divise le monde en deux camps. D'un côté, nous avons les puissances centrales, dirigées par l'Empire allemand et qui comprennent l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman et la Bulgarie. De l'autre, nous avons l'Entente ou les Alliés, avec notamment la France, la Grande-Bretagne, la Russie, l'Italie, les États-Unis et d'autres partenaires. Des conséquences de la guerre, 4 empires dont les dynasties règnent sur l'Europe depuis des siècles sont rayées de la carte. La guerre de 14-18 va marquer une rupture avec ce qu'on peut appeler l'ancien monde du 19e siècle et ses valeurs. Par ailleurs, le conflit va laisser de sérieuses et graves conséquences sur les événements à venir au 20e siècle. On pense par exemple aux régimes fascistes qui vont naître dans les années subséquentes et on va aussi assister à la montée de régimes communistes. La Grande Guerre va aussi permettre l'émancipation de nouveaux États qui sont pour la plupart issus d'anciens empires. Par exemple, la Pologne, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie et les États baltes. Politiquement parlant, si on veut pas se casser la tête, la cause immédiate de la guerre est attribuée à l'assassinat à Sarajevo le 28 juin 1914 de l'archiduc François Ferdinand. Mais qui est ce personnage? En fait, François Ferdinand est ni plus ni moins que l'héritier du trône de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Autrement dit, il est le successeur de l'empereur François-Joseph Ier qui règne depuis 1848. Vous avez vu la série Sissi avec Romy Schneider? Alors voilà, tout est bien expliqué. Bref, François et son épouse, Sophie Chotek, duchesse de Hohenberg, tombent sous les balles d'un étudiant nationaliste serbe du nom de Gravilo Princip. Dans les jours qui suivent, une partie de la presse internationale traite cet attentat comme un fait divers somme toute isolé. On n'envisage pas nécessairement des conséquences politiques à plus grande échelle. Mais c'est la réaction des autorités autrichiennes à cet attentat qui va déclencher une spirale diplomatique presque impossible à arrêter. L'attentat de Sarajevo ne peut à lui seul expliquer l'embrasement généralisé de l'Europe. Des causes plus profondes sont à chercher dans la complexité des jeux d'alliance et de balance du pouvoir qui apparaissent en Europe depuis la guerre franco-prussienne avec l'émergence de l'Empire allemand en 1871. À ces jeux d'alliance s'ajoutent des rivalités économiques et coloniales qu'il ne faut pas négliger. Par exemple, chaque puissance européenne compétitionne sur le marché mondial pour l'accès aux ressources, de même qu'à l'expansion territoriale dans les colonies. L'idée, c'est qu'une bonne guerre est nécessaire pour remettre pour créer l'ordre, pour préserver le système. Parce que si on fait rien, si on laisse faire, il y aura la révolution. Alors, mieux la guerre que la révolution. Parce qu'on avait déjà appris que la guerre, c'est une façon d'empêcher, d'éviter une révolution, et aussi une façon donc d'arrêter la démocratisation. On n'a pas encore la démocratie complète, ça n'existe pas. Il va bientôt y avoir le suffrage universel, oui, bientôt, il y a après, des mouvements pour la démocratie, donc c'est ça qui fait peur. Alors, la Première Guerre mondiale était dans un sens un grand projet
contre-révolutionnaire et antidémocratique. D'accord. Au petit matin du 25 décembre 1914, le vent glacial de l'hiver balaie les tranchées. Le son infernal des canons s'est tu. Les soldats britanniques scrutent l'horizon à l'affût du moindre signe de l'ennemi. À leur grande surprise, des sapins de Noël et des bougies ont été installés sur le haut des tranchées allemandes. Soudain, une voix brise le silence en provenance des positions ennemies. Elle est bientôt rejointe en chœur par d'autres Allemands qui entonnent Stille Nacht. Alors, les Britanniques répondent, entonnant à leur tour un chant de Noël. Les soldats ont troqué les armes pour les chants et célèbrent Noël à l'unisson. Graham Williams, de la London Rifle Brigade, écrit « Les Allemands chantaient une de leurs chansons, nous, une des nôtres, jusqu'à ce que nous entamions « O come all ye faithful » et que les Allemands reprennent avec nous l'hymne en latin « Adeste Fideles ». Et alors, je me suis dit, eh bien, c'est vraiment une chose extraordinaire. Deux nations chantant le même chant de Noël en pleine guerre. À la stupéfaction générale, un soldat allemand sort de sa tranchée et s'avance dans le No Man's Land. Les bras levés, il marche vers les positions britanniques. Un Tommy quitte alors son poste, rejoint l'ennemi et le salue. Cette scène surréaliste incite des centaines de soldats à se rejoindre. Certains brandissent des sapins de Noël et crient « Joyeux Noël » dans plusieurs langues. On se regarde, les yeux dans les yeux, avec le même mélange de peur et d'incrédulité. Est-ce cela, la magie de Noël? Sur plusieurs points du front, les soldats font un temps la paix. Ils demandent aux adversaires s'ils peuvent prendre le temps d'enterrer leurs morts. Dans une étrange ambiance, certains fraternisent, s'échangent des cigarettes, de l'alcool ou de petits cadeaux. Cette trêve de Noël et ces fraternisations seront passées sous silence par la presse allemande et française. Les Anglais, eux, feront les gros titres avec ces photos de fraternité entre soldats. Même si les trêves les plus connues concernent les Britanniques et les Allemands, les Français y ont également pris part. La fraternisation de Noël 1914 a concerné près de 100 000 soldats. Sur certains points du front, on ne se battra plus avant Nouvel An. Mais une fois cette date dépassée, des millions d'hommes recommenceront à s'entretuer pendant encore près de 4 ans, comme si rien ne s'était passé. Au tournant de 1915-1916, la situation sur différents fronts est la suivante. À l'ouest, les Allemands sont toujours aussi bien retranchés en Belgique et dans le nord de la France. À l'est, avec les alliés austro-hongrois, les Allemands contrôlent de vastes territoires, correspondant grosso modo à la Pologne, à une bonne partie de l'ouest de l'Ukraine qu'on appelle la Galicie. Ils ont alors libéré les territoires habsbourgeois occupés par les Russes les mois précédents. Dans les Alpes autrichiennes, les Italiens ont tenté à quelques reprises de faire reculer les Autrichiens par une série d'offensives dans la vallée d'Isonzo, l'un des rares territoires sur ce front où il est raisonnablement possible d'attaquer, mais sans succès. Plus à l'est, vers les théâtres orientaux, une ligne de front s'est stabilisée en Grèce, à la frontière de la Macédoine. Contre l'Empire ottoman, les Alliés, après une campagne qui a duré plusieurs mois, ont évacué les Dardanelles sur la côte occidentale turque. Dans le Caucase, même scénario. Le front est stable avec le génocide arménien qui malheureusement se poursuit. Finalement, le long du canal de Suez, de même qu'en Mésopotamie, c'est stable également. Comme vous l'aurez compris, c'est loin d'être gagné pour 1916. Et c'est là qu'on remarque à quel point la guerre devient vraiment mondiale, par la prolifération des théâtres d'opération. En somme, l'Europe presque entière est devenue un champ de bataille. Il semble d'abord évident que de leur côté, les Alliés ne peuvent pas rester sur la défensive. Ils doivent absolument trouver une façon de rejeter les Allemands en dehors de la Belgique et de la France. Mais le problème auquel font face les généraux alliés est de taille, dans la mesure où ils fondent leur espoir sur l'infanterie pour apporter la victoire. Toutefois, on se rappelle que les batailles de 1914 et 1915 ont clairement démontré que face à un ennemi bien retranché, même l'assaut le plus agressif peut tourner au désastre. Même les généraux les plus obstinés comprennent ce principe, contrairement à un énoncé souvent véhiculé
concernant l'entêtement, l'insensibilité, voire la stupidité de certains commandants de la guerre 14-18. En fait, les généraux comprennent rapidement l'importance du rôle de l'artillerie, selon le principe progressivement admis disant que l'artillerie attaque, l'infanterie occupe. C'est du moins la sorte de mantra avec laquelle les généraux entament la campagne de 1916. En fait, la vraie raison pour laquelle la Grande-Bretagne est entrée en guerre n'était pas pour sauver la petite Belgique, c'était pour mettre la main sur le pétrole de la Mésopotamie. Et tandis Contre l'Allemagne. Oui, et quand on dit qu'une petite armée est venue ici se battre à Mons et autre part au nord de la France, entre-temps, le gros de l'armée britannique est arrivé à Basra et a marché vers Bagdad et vers Mossoul. Et à la fin de la guerre, les Britanniques étaient les maîtres du Moyen-Orient. Donc, quand le célèbre journaliste français Daniel Mermet rejette cette phrase de Macron et dit non, ces poilus ne se sont pas sacrifiés, ils ont été sacrifiés, c'est juste. Oui, ils ont été sacrifiés, c'est certain. Et là, il faut encore ajouter que avant la Première Guerre mondiale, les élites, une minorité démographique dans chaque pays, l'Allemagne, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, avaient une grande peur, ce qu'on appelait dans ce temps-là les masses. Les masses étaient supposées être bêtes et cruelles. Et la démocratie, ça menaçait, en fait, d'amener la masse au pouvoir. Seule l'élite était capable de gérer le pays. Oui, il fallait une oligarchie, en ce sens. Une élite devait c'était le message du grand philosophe dans ce temps-là, de Nietzsche, qui était lu non seulement en Allemagne, mais qui a une grande popularité en France aussi, et même aux États-Unis. Parce que lui disait, la démocratie, c'était une grande erreur, c'est un crime. Il nous faut l'esclavage. Il faut qu'une élite de gens beaux comme moi, et intelligents comme moi, comme nous, en fait, règne et que les masses suivent les ordres. Alors, une façon de faire ça, le grand problème, c'était qu'avec le mouvement ouvrier, l'avènement des partis socialistes, les masses se sont montrées dangereux, c'était les classes dangereuses. Alors, une guerre, c'est une façon d'arrêter tout cela, de leur mettre un uniforme et de les faire obéir les ordres que nous allons donner. Il faut obéir inconditionnellement. Et comme les masses étaient trop nombreuses, l'idée que des dizaines de milliers allaient mourir sur le champ de bataille, c'était pas si grave que ça. C'est dans ce contexte qu'on peut comprendre. Il y avait trop de gens, il y avait trop d'ouvriers. C'est ça. C'était le malthusianisme aussi. Dans ce contexte, on peut comprendre que des types comme le maréchal Haig en Angleterre envoyaient des soldats vers leur mort, et si à la fin de journée, il y avait 20 000 morts, ou même 30 000 comme dans la première journée de la bataille de la Somme, le 1er juillet 1916, c'était pas grave, parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. En France ils aussi, sont trop nombreux. Lyoté, ils ont sacrifié Et s'il y en a encore énormément. Et s'il y en a plus chez nous, on vient chercher les Sénégalais. On va chercher les Indiens, ou les Algériens, les tirailleurs sénégalais, les tirailleurs d'Afrique du Nord. La chair à canon. Ah, la chair à canon, oui. 1918, l'Europe entame la 5e année de la guerre. Évidemment, les morts et les blessés chez les militaires se comptent par millions. Il en va de même chez les civils, où la guerre a engendré son lot de décès, de privations, de déportations et d'exil. Cette guerre qui éclate en août 1914 peut être réellement qualifiée de mondiale en 1918. Des États de tous les continents sont partie prenante de la lutte. Bien sûr, l'Europe constitue toujours le principal champ de bataille, mais on se bat aussi ailleurs, notamment au Proche et au Moyen-Orient, de même qu'en Afrique. De plus, on ne risque pas trop de se tromper en disant que la guerre en 1918 est réellement totale. Au moment de la seconde bataille de la Marne, les Alliés lancent une série quasi ininterrompue d'offensives visant à profiter de la désorganisation apparente de l'ennemi. L'objectif consiste à regagner le terrain perdu au printemps, puis éventuellement bouter l'ennemi hors de France et de Belgique. En ce sens, on peut dire qu'un coup important est asséné aux Allemands au moment où les Alliés engagent, le 8 août 1918, l'offensive victorieuse d'Amiens en Picardie. La pointe de cette offensive est constituée des troupes des Dominions britanniques, en l'occurrence des Canadiens et des Australiens. Celles-ci enfoncent le front allemand et, dans les jours qui suivent, plusieurs dizaines de milliers de soldats du Reich capitulent.
Cette journée du 8 août 1918 est même qualifiée de journée de deuil par l'un des principaux commandants allemands, le général Erich Ludendorff. Et bien entendu, les Alliés ne vont pas s'arrêter là. Il faut maintenir la pression. Au sud du front, dans la région de la Meuse-Argonne, des soldats américains et français remportent également une autre victoire. Là encore, de septembre à novembre 1918, des milliers de soldats allemands se rendent. Ces efforts des Alliés peuvent être accomplis en raison de la nouvelle unité du commandement. Les assauts sont désormais mieux coordonnés, mettant ainsi sur l'ennemi des pressions constantes et simultanées. À preuve, les Alliés attaquent à nouveau, cette fois plus au nord, sur le front des Flandres. Une offensive bien coordonnée comprenant des troupes françaises, britanniques et belges est lancée en septembre. Là encore, des progrès sont réalisés et l'ennemi recule petit à petit. Combiné à l'effondrement physique, on peut également évoquer, à partir de l'été 1918, un effondrement moral de l'armée allemande. En plus du poids du nombre, les Alliés bénéficient également à ce stade du conflit de l'appui non négligeable de la technologie. De plus en plus, on remarque la présence d'avions pouvant appuyer les troupes au sol, sans oublier également les chars d'assaut. Reportons-nous sur le front de Macédoine, surnommé à l'époque le front de Salonique. Ce front est majoritairement défendu par les troupes bulgares. Or, la Bulgarie est aux limites de son effort de guerre, si bien qu'un armistice est demandé le 29 septembre en réaction à une offensive victorieuse des Alliés visant à libérer des portions de territoire grec, puis d'entamer la libération de la Serbie et de la Roumanie occupées. Au Proche et au Moyen-Orient, l'armée ottomane encaisse de graves défaites vis-à-vis les Britanniques, notamment durant la bataille de Megiddo, en Galilée. Les Ottomans, qui perdent pour ainsi dire la Palestine et la Syrie, demandent un armistice qui va entrer en vigueur à la fin d'octobre. Dans ces circonstances, l'Empire austro-hongrois réclame à son tour un armistice qui est officialisé le 4 novembre 1918. Dans la foulée des événements, le jeune empereur Charles Ier abdique son trône. En clair, c'en est fini de l'Empire des Habsbourg. Des États vont naître de cette désintégration impériale. De plus, l'Allemagne perd un allié de taille qui se trouve désormais seul dans la lutte en ce début novembre 1918. Mais au lendemain de l'échec de ses offensives printanières et avant la défection de ses alliés, l'Allemagne réalise que la victoire militaire n'est plus possible. Il faut en somme trouver une manière de s'en tirer à bon compte. Sur le terrain, les généraux allemands Hindenburg et Ludendorff souhaitent conclure rapidement un armistice, idéalement un cessez-le-feu qui puisse encore comporter certains avantages pour l'Allemagne. Dans son célèbre message de janvier 1918, le président américain formule en 14 articles, ces fameux 14 points, les principes qui doivent guider les négociations, de même que les garanties d'une paix durable. En plus des manifestations, des mutineries éclatent à la base navale de Kiel, parce qu'on ordonne aux marins de faire une dernière sortie en haute mer contre la marine britannique pour l'honneur. Mais vous savez quoi? C'en est trop. Fini l'honneur, fini la guerre, fini tous ces deuils et ces privations. L'Allemagne est en ébullition, en révolution, et on finit par convaincre ou contraindre le Kaiser à abdiquer, ce qu'il fait le 9 novembre 1918. Toujours sur le front intérieur allemand, la chute de l'empereur engendre la naissance d'une république. Ce sont les représentants du gouvernement de cette nouvelle république allemande qui vont signer l'armistice du 11 novembre. Celui-ci est conclu dans la forêt de Compiègne, non loin de Rotonde, à bord d'un luxueux wagon où se trouvent le maréchal Foch et ses représentants des gouvernements alliés.